Ayant grandi au milieu des engins de chantier, pendant des années, j'ai vu passer des richiers sur les chantiers, ces machines jaunes et robustes qui portaient la fierté de l'industrie française. Puis un jour, plus rien, le silence. J'ai creusé les archives, interrogé d'anciens ouvriers, épluché les documents officiels, et ce que j'ai découvert, c'est l'histoire d'un déclin industriel tragique. Pour vous dire, entre 1929 et 1939, Paulin Richier dépose 15 brevets rien que sur sa bétonnière S550C. Le gars innovait comme d'autres respirent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment une entreprise familiale des Ardennes a conquis l'Europe. Je vais vous parler de technologie de pointe, de savoir-faire ouvrier transmis de père en fils, d'innovation permanente. Et bim, malheureusement, Ford a racheté ce fleuron en 1972 pour en prendre le contrôle, dans un contexte de crise pétrolière qui frappe durement le secteur. De plus de 4000 salariés en 1976, Richier passe à 2600 3 ans plus tard. Puis c'est la liquidation progressive. Une entreprise qui avait survécu à 2 guerres mondiales, qui avait reconstruit la France, rayée de la carte en moins d'une décennie. Restez jusqu'au bout, parce qu'au-delà de Richier, c'est l'histoire d'un système qui a permis à des intérêts étrangers, dans un contexte de mondialisation et de crise, de contribuer à vider la France de sa substance industrielle. Et ça continue encore aujourd'hui. Les origines et l'ascension, 1929-1960. En 1929, Paulin Richier met au point une bétonnière qu'il fabrique dans une usine installée à Charleville, dans les Ardennes. L'entreprise démarre dans un atelier de 30 mètres carrés. Vous imaginez ? 30 mètres carrés. Mais le gars n'est pas du genre à se satisfaire du minimum. En 1931, il fait construire d'importants bâtiments dans la plaine de Montjoly, à Charleville. 3 halles massives en béton armé, surmontées de voûtes en berceau avec lanterneaux en verre. Une architecture industrielle pensée pour durer, pour produire, pour grandir. Mais revenons à l'innovation. Sur ces bétonnières, Paulin Richier dépose plusieurs brevets, notamment sur le dosage des liquides, l'optimisation du malaxage et l'automatisation du chargement et du déchargement. Chaque détail compte, chaque amélioration est brevetée. À partir de 1933, dans cette même usine agrandie, Paulin Richier produit des rouleaux compresseurs. Puis en 1937, il lance la marque Nord-Est, qui va dominer le marché français de la petite pelle à câble jusque dans les années 60. Nord-Est, retenez bien ce nom, c'est l'une des marques qui va faire la réputation du groupe. En 1946, Richier crée une nouvelle usine, Mécaest-Mézières, appelée plus tard Nord-Est 1, dédiée au montage des pelles mécaniques Nord-Est. La reconstruction de la France commence et Richier est là, avec ses machines. Les pelles Nord-Est constituent le parc de base de toutes les entreprises françaises. Elles participent massivement à la reconstruction, puis au développement des voies de communication et de la distribution d'eau potable. En 1949, non loin du site d'origine, Paulin Richier construit la fonderie nouvelle et 2 unités, appelées Nord-Est 2, dédiées à l'usinage et au montage de bulldozers et de compresseurs. Mais ce qui frappe, au-delà des machines, c'est l'organisation du travail. La plupart des ouvriers habitaient Charleville ou ses environs. Ceux de Mécaest venaient de Mézières ou de Moran à pied, et de Flize ou Nouvion en train. Le travail se faisait sur 6 jours, du lundi au samedi, soit une semaine de 45 heures. Chaque ouvrier était responsable de sa machine. La formation se faisait sur le tas, mais le patron encourageait ses ouvriers à évoluer, leur offrant la possibilité d'obtenir des diplômes par le biais de l'enseignement technique. Nombreux étaient les salariés qui travaillaient en famille. Le père, voire le grand-père, faisait embaucher fils et petits-fils dès la sortie de l'école à 14 ou 15 ans. On parle d'un savoir-faire transmis, d'une fierté ouvrière, d'une culture d'entreprise qui ne s'improvise pas. Dans les années 50, Richier agrandit encore. Au sud de l'usine principale, construction de vastes ateliers à Chède et d'un grand bâtiment à voûte Caco. Le site s'étend. L'ensemble du site couvre une surface totale de 70 000 m² bâtis répartis en 3 pôles, desservis par un embranchement ferroviaire. L'entreprise se distingue par une politique de communication intelligente. Expositions, catalogues, modèles réduits témoignent de cette période faste pendant laquelle les 3 sites de production français exportent dans le monde entier une gamme complète d'engins de travaux publics.
En 1960, le groupe Richier est le premier constructeur européen de matériel de travaux publics avec plus de 200 machines de base à son catalogue. Nord-Est y tient une place de premier plan avec une gamme complète de pelles universelles sur roue et sur chenille, de la P55 à la P95. Un article du journal Le Monde du 26-27 juin 1966 titre « Avec le groupe Richier, les Ardennes sont devenues le centre français de construction de matériel de travaux publics et d'équipements ». Leader européen avec 12 sites en France, des milliers de salariés, une gamme qui va de la bétonnière à la pelle hydraulique, en passant par les grues-tours, les dumpers, les rouleaux compresseurs, le géant équipe même l'armée française. Richier, c'était ça. Un empire industriel ardennais qui exportait dans le monde entier. Mais hélas, l'hécatombe. Tout s'est effondré en moins d'une décennie. Et encore un épisode qui nous fend le cœur, on y reviendra par la suite, mais d'abord parlons des modèles phares de la marque. Les machines mythiques, quand Richier dominait les chantiers. Sur les chantiers de reconstruction en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, on retrouvait le jaune Richier. Cette couleur était devenue un symbole de fiabilité. Puis sont arrivés les rouleaux compresseurs, le VR12H, produit à partir de 1957 à environ 5000 exemplaires. Un tricycle équipé d'un moteur diesel bicylindre Baudouin, vitesse de 1,7 à 6,3 km/h. Ces rouleaux Richier sont devenus si emblématiques que Dinky Toys en a fait une reproduction au 1/43e en 1959. Le modèle, référencé 900A puis 830, sera produit jusqu'en 1969 et va devenir le roi des bacs à sable. Vous voyez ce que ça veut dire? Une marque tellement ancrée dans l'imaginaire collectif qu'elle devient un jouet iconique. Richier avait dans sa division pelle la marque Nord-Est pour les machines à câble, puis a progressivement développé la marque Oleomat pour les pelles à fonctionnement hydraulique. Les premières tentatives hydrauliques sont développées par Noralp à partir de 1953, puis Oleomat est créé et installé à l'usine de Lorme. La pelle la plus réussie qu'ils aient produite a été la H52, une machine particulièrement moderne et performante. Sortie en 1980, avec un peu plus de 30 tonnes, c'était la plus grosse pelle produite par Richier. Mais à ce moment-là, Richier n'avait déjà plus les moyens de ses ambitions. Durant de longues années, Richier a eu des accords avec Demag et ils ont même produit des pelles communes, comme la H17. Un passionné qui a essayé une H17 avec un moteur Perkins 4 cylindres raconte avoir été surpris par la nervosité et la rapidité d'une telle machine pour un si petit moteur thermique. Richier avait aussi remporté un important marché pour l'armée française de pelles badgées Oléopelle 45CA sur camion Willem. L'armée équipait ses unités du génie avec du Richier. Ça en dit long sur la fiabilité et les performances de ces engins. Et puis, il y avait les grues. Après 1968, Weitz est absorbé dans Richier et les grues empruntent la technologie des pelles hydrauliques. Les grues à tour Richier 1362, avec leur moufle à la silhouette caractéristique en forme de cœur, ornaient les chantiers de toute la France. La grue routière RC60, une grue d'intervention rapide qui se conduit comme un camion à 70 km/h, avec ses 2 ponts moteurs et sa gamme basse de vitesse avec inverseur, elle franchit des pentes de 50% et s'affirme comme la plus rapide de sa catégorie. Elle lève et transporte des charges jusqu'à 20 tonnes avec sa flèche hydraulique télescopique qui peut atteindre 24 mètres sous crochet. En 1977, pour faire face à la concurrence de Potin, Boileau, Pingon et Richier regroupent leurs départements grues à tour pour créer la marque BPR, la jaune et la rouge. Apparition des modèles phares comme les GT 222B2, repris des GT 1174B de Richier, ou encore les GT 329. Richier avait un incroyable catalogue d'engins. 3 grandes gammes, routier, béton et pelles. Des bulldozers aux bétonnières, des rouleaux compresseurs aux pelles hydrauliques, des grues à tour aux dampers, une gamme complète qui couvrait tous les besoins d'un chantier. Ils ont aussi distribué les chargeuses, scrap et pousseurs Michigan à travers la marque Genemat, qui était une filiale de Richier. Vous comprenez maintenant l'ampleur de l'empire? Une entreprise qui produisait tout, de A à Z, un savoir-faire transmis de génération en génération, des ingénieurs qui innovaient en permanence, des ouvriers qualifiés qui fabriquaient des machines robustes, fiables, performantes.
Le jaune Richier, c'était la marque de l'excellence française sur les chantiers du monde entier. Et puis, tout a basculé. La chute. Les années 70 arrivent. La marque ardennaise subit de plein fouet la crise pétrolière. Le marché du BTP s'effondre, les commandes chutent, mais Richier tient encore debout. L'entreprise a survécu à 2 guerres mondiales, elle a reconstruit la France. Elle a le savoir-faire, les machines, les ouvriers qualifiés. En 1972, Ford rachète une participation majoritaire dans Richie. Au début des années 1970, M. Richier cède ses usines de Charleville à Ford, qui y produit des tractopelles. Le géant américain débarque avec ses capitaux, ses promesses, sa vision industrielle. Entre 1972 et 1976, les excavateurs sont vendus sous la marque Richier en France et sous la marque Ford à l'export. En 1974, de nouveaux modèles redessinés sont introduits. Puis, en 1976, le nom Ford est appliqué mondialement. La marque Richier disparaît progressivement des catalogues. Le jaune Richier cède la place au bleu Ford. Mais le pire reste à venir. Racheté par les Américains en 1972, le groupe Richier est dépecé par Ford, passant de plus de 4000 salariés en 1976 à 2600 3 ans plus tard. 1400 emplois supprimés en 3 ans. Des familles entières qui avaient travaillé chez Richier pendant des générations se retrouvent à la rue. Le savoir-faire ouvrier transmis de père en fils, anéanti. Les ingénieurs qui innovaient depuis des décennies, licenciés. Les chaînes de montage qui produisaient les meilleures machines d'Europe, arrêtées. Ford vend les opérations de fabrication d'excavateurs à Sambron en 1979 ou 1980. Mais Ford continue de vendre des excavateurs sous son nom pendant un certain temps après. Sous la propriété de Ford, la production se faisait à Charleville, mais Sambron la déplace à Lorme, près de Saint-Étienne. En 1979, des doutes planent quant à l'avenir de la société Richier, filiale de Ford Motor Company. La société Nouvelle Industrielle Richier SA est créée, avec l'appui financier du gouvernement français. Une tentative désespérée de sauver ce qui peut encore l'être. Mais c'est trop tard. Le groupe est finalement mis en liquidation en 1982. 712 licenciements. 712 familles ardennaises supplémentaires jetées dans le chômage. Paulin Richier meurt dans l'année qui suit le rachat de son entreprise par les Américains. L'homme qui avait bâti cet empire de ses mains, qui avait fait des Ardennes le centre français de construction de matériel de travaux publics, meurt en voyant son œuvre détruite. Que reste-t-il de la saga Richier à Charleville-Mézières? Bien peu de choses en réalité. Un vieux rouleau compresseur abandonné sur l'ancien site de production et une rue au nom de son fondateur. Hasard ou ironie du sort, c'est aussi l'adresse de l'actuelle concession Ford. Mais l'histoire ne s'arrête pas complètement là. En 1991, l'usine Meca-Est Charleville est cédée par Ford à Sumtech et Ardennes Équipement, entreprise spécialisée dans le matériel de travaux publics. Le constructeur ardennais Gilles Poncin installe son entreprise d'équipement d'engins de chantier sur la friche Richier reconvertie en zone industrielle. En 1991, Gilles Poncin s'associe avec J.P. Dorguin de Sumtech, caressant le rêve de reprendre la célèbre marque d'engins de travaux publics Richier, absorbée puis remise en vente par Ford. Le groupe Ardennes Équipement Sumtech emploie 250 employés, une poignée comparée aux milliers d'ouvriers qui faisaient tourner les usines Richier à leur apogée. Vers 2000, l'usine Richier est acquise par Vistéon, qui y fabrique des climatiseurs d'automobiles. Les bâtiments qui produisaient des bétonnières, des pelles, des bulldozers, des grues, fabriquent maintenant des climatiseurs de voitures. Aujourd'hui, les bâtiments couvrant 70 000 m² accueillent plusieurs entreprises opérant dans le secteur industriel. Voilà ce qu'il reste de Richier. Des friches industrielles, des bâtiments reconvertis, une rue portant le nom du fondateur devant une concession Ford. 7 ans plus tard, il n'en restait plus rien. Pas de restructuration intelligente, pas de modernisation, pas de vision à long terme. Juste un dépeçage méthodique, une extraction de valeur, une destruction de savoir-faire. Et Richier n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Dans les années 70 et 80, la France a vu disparaître des dizaines d'entreprises industrielles rachetées par des groupes étrangers puis liquidées. Ce n'était pas une fatalité, ce n'était pas la mondialisation, c'était un choix. Le choix de laisser des intérêts étrangers racheter nos fleurons industriels sans aucune garantie de maintien de l'emploi, sans protection du savoir-faire, sans vision stratégique.
Aujourd'hui, quand vous voyez une vieille Richier sur un chantier, admirez-la, parce que cette machine jaune, robuste, qui continue de tourner 40 ou 50 ans après sa fabrication, c'est le témoignage d'une époque où la France savait encore fabriquer du matériel de BTP de classe mondiale. Et posez-vous la question, combien de Richiers modernes sommes-nous en train de laisser disparaître en ce moment même ? Maintenant, c'est votre tour. Avez-vous déjà utilisé une Richier ? Racontez-moi en commentaire le modèle, l'année, le chantier. Ces témoignages font partie de notre patrimoine industriel. Abonnez-vous pour que je continue à documenter l'histoire des machines qui ont bâti la France. Likez et partagez si vous pensez que cette mémoire doit être préservée. Les commentaires sont ouverts. À vous.